Le monde entier observait avec un mélange d'anticipation et d'inquiétude le président Trump se lancer dans sa dernière initiative de politique étrangère. Sa mission, négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Bien que noble en principe, l'approche du président a provoqué une onde de choc dans les capitales européennes. Trump, connu pour son dédain de la diplomatie multilatérale, avait choisi de contourner les alliés traditionnels et de s'engager directement avec Moscou. Cette approche unilatérale, qui rappelait ses interventions dans d'autres points chauds du globe, a laissé beaucoup de gens se demander si le prix de la paix ne serait pas des concessions exorbitantes de la part d'une Ukraine assiégée. Le lieu de ces négociations à haut risque, Riyad, en Arabie Saoudite, a ajouté à l'inquiétude. Le choix d'un pays dont le bilan en matière de droits de l'homme est controversé et dont les relations avec l'Occident sont complexes a suscité des interrogations et alimenté les spéculations sur les véritables motivations du sommet. S'agissait-il d'une véritable tentative de mettre fin à un conflit brutal ou d'un jeu de pouvoir cynique avec le sort de l'Ukraine en jeu ? Le secret qui entourait les pourparlers n'a fait qu'amplifier le sentiment d'inquiétude. Les informations limitées provenant de Riyad n'ont guère apaisé les angoisses des dirigeants européens, qui se sentaient de plus en plus mis à l'écart par leurs partenaires transatlantiques. À chaque heure qui passait, la perspective d'un accord conclu à huis clos, sans leur contribution ni même leur connaissance, se précisait. Les enjeux étaient indéniablement élevés. L'issue des pourparlers de Riyad pouvait remodeler le paysage géopolitique de l'Europe avec des ramifications allant bien au-delà du conflit immédiat en Ukraine. Le monde entier retenait son souffle, attendant de voir si la paix émergerait des sables du désert ou s'il ne s'agissait que du calme avant une nouvelle tempête. La nouvelle de la poussée unilatérale de Trump pour un accord de paix a envoyé des ondes de choc dans les capitales européennes. Des salles dorées du pouvoir à Paris aux quartiers gouvernementaux animés de Berlin, un sentiment d'alarme collectif a résonné parmi les dirigeants européens. Le continent, toujours aux prises avec les retombées économiques et sociales de la guerre en cours en Ukraine, s'est retrouvé confronté à une nouvelle phase potentiellement plus périlleuse de la crise. La perspective d'une paix négociée par les États-Unis sans leur participation était profondément troublante. Pendant des années, l'Europe a été aux côtés des États-Unis pour faire face à l'agression russe. L'alliance transatlantique, forgée dans le creuset de la guerre froide, avait été la pierre angulaire de la sécurité européenne pendant des décennies. Maintenant, ce socle de stabilité semblait s'effriter. Les actions de Trump ont été perçues comme une trahison de ce partenariat de longue date, un signe que les États-Unis étaient prêts à privilégier leurs propres intérêts, même si cela signifiait sacrifier la sécurité et la stabilité de leurs plus proches alliés. Le mépris du président pour les préoccupations européennes a été perçu non seulement comme une erreur stratégique à court terme, mais aussi comme un profond manque de respect. Le sentiment de trahison était palpable. Les dirigeants européens, déjà aux prises avec la montée du populisme et les divisions internes, étaient désormais confrontés à un nouveau défi de taille. Comment naviguer dans un monde où les anciennes certitudes de la relation transatlantique ne pouvaient plus être considérées comme acquises? Alors qu'un matin parisien gris se levait, la capitale française se préparait à l'afflux de dignitaires inquiets. Un sommet d'urgence avait été convoqué à la hâte en réponse directe au drame qui se déroulait à Riyad. Des dirigeants de tout le continent, le visage marqué par un mélange d'anxiété et de détermination, ont débarqué à Paris. La liste des invités ressemblait à un bottin mondain du pouvoir européen. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Olaf Scholz, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le président polonais Andrzej Duda, entre autres. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, représentaient la puissance collective de l'Union européenne. Et le président du Conseil européen, Charles Michel. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, incarnation de la coopération transatlantique en matière de défense, était également présent.
L'atmosphère à l'intérieur du palais de l'Élysée, la résidence officielle du président français, était lourde de tensions. La gravité de la situation n'a échappé à personne. L'avenir de l'Europe, sa sécurité et sa place dans l'ordre mondial étaient en jeu. Alors que les dirigeants se rassemblaient autour de l'imposante table en acajou, le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet et critique virulent de l'unilatéralisme de Trump, n'a pas perdu de temps pour donner le ton. Ce n'était pas le moment des platitudes ou des politesses diplomatiques, a-t-il déclaré. Les intérêts fondamentaux de l'Europe étaient en jeu, et il était impératif qu'ils forment un front uni. Section 4. Marginalisation et crainte pour la sécurité. La crainte palpable de marginalisation était au premier plan du sommet de Paris. Les dirigeants européens, conscients de leur exclusion des pourparlers de Riyad, ont exprimé leur profonde inquiétude quant à leur mise à l'écart du processus de paix dans lequel ils avaient tant investi. Pendant des années, ils ont fourni des milliards d'aides à l'Ukraine, accueilli des millions de réfugiés et imposé des sanctions paralysantes à la Russie. Tout cela au nom du rétablissement de la paix et de la stabilité dans ce pays déchiré par la guerre. Maintenant, ils étaient relégués au second plan, leur voix noyée dans le vacarme d'une négociation lointaine. La perspective d'un accord de paix dicté par Washington et Moscou, sans leur contribution, était inacceptable. Un tel arrangement, craignait-il, non seulement diminuerait la position de l'Europe sur la scène mondiale, mais compromettrait également ses intérêts en matière de sécurité. Un accord de paix qui ne répondrait pas aux préoccupations de l'Europe, notamment en ce qui concerne les frontières de l'Ukraine et le comportement futur de la Russie, serait au mieux une victoire à la Pyrrhus et au pire un prélude à un futur conflit. Les participants au sommet étaient non parfaitement conscients qu'une Ukraine instable, vulnérable à de nouvelles agressions russes, constituait une menace directe pour la sécurité européenne. Le spectre d'une Russie revancharde, enhardie par ses gains en Ukraine, planait. Les souvenirs de la guerre froide, autrefois relégués aux livres d'histoire, étaient désormais d'une actualité inconfortable. Cinquième section. Une place à la table des négociations. Le message retentissant du sommet de Paris était clair. L'Europe exigeait une place à la table des négociations. Tout en reconnaissant le rôle des États-Unis en tant que puissance mondiale, les dirigeants européens ont insisté sur le fait que toute solution durable à la crise ukrainienne devait être un effort véritablement international, reflétant les intérêts et les préoccupations communs de toutes les parties prenantes. Le sommet s'est conclu par un regain de détermination et un engagement à agir. Loin d'être un spectateur passif de ce drame géopolitique, l'Europe était déterminée à affirmer son influence et à façonner l'issue du processus de paix. Le continent, avec sa longue et souvent tragique histoire de conflits, ne comprenait que trop bien les conséquences dévastatrices d'une diplomatie ratée. Les dirigeants présents à Paris savaient que la route serait semée d'embûches. Mais ils étaient unis dans leur conviction qu'une Europe pacifique et prospère, libérée de la menace de l'agression et de la coercition, était un objectif qui valait la peine de se battre. Section 6. Des bottes sur le terrain. Alors que les discussions s'intensifiaient à Paris, une question se posait avec acuité. L'Europe serait-elle prête à envoyer des troupes en Ukraine ? L'idée de déployer des troupes européennes dans le cadre d'une force de maintien de la paix, autrefois impensable, était désormais ouvertement débattue. Le Premier ministre britannique Starmer, dans une initiative qui en a surpris plus d'un, a exprimé sa volonté d'engager des troupes britanniques en Ukraine, mais seulement sous des conditions strictes. Un accord de paix durable, garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, était primordial. Tout aussi crucial était une garantie de sécurité ferme de la part des États-Unis, un engagement que Washington se tiendrait aux côtés de l'Europe pour défendre l'Ukraine contre toute agression future. La déclaration audacieuse de Starmer reflétait un sentiment croissant en Europe selon lequel la véritable sécurité ne pouvait plus être externalisée aux États-Unis. Le manque de fiabilité perçu de l'administration Trump
avait forcé les Européens à se confronter à une dure réalité. Ils ne pouvaient plus compter uniquement sur leur allié transatlantique pour sauvegarder leurs intérêts.